Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien, que voilà, cette vidéo vous trouvera en forme. C'est vrai que tout doucement, on arrive vers le mois de novembre. Donc là, je vous retrouve pour vous parler voilà, d'un des derniers films que j'ai vu et vous faire un update lecture. Ce que je vous avais dit la dernière fois, j'avais pas mal de retard sur mes retours de lecture. Enfin, ils sont à jour à peu près, on va dire, sur Insta et Facebook. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook. En vidéo, là, je suis carrément à la bourre. Après, c'est vrai qu'il y a des livres, c'est pour le prix du meilleur polar 2023 pour les éditions Point. Bon, ils ne demandent pas de retour. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est qu'on vote, qu'on lise les livres, bien sûr, qu'on vote. Et après, s'il n'y a pas de retour tout de suite, voilà, ils ne vous mettent pas le couteau sous la gorge. Donc, c'est très bien. J'en ai encore 3 à lire. On doit encore en recevoir un. Donc, ça vient tout doucement. Donc, je suis toujours avec mon carnet avec toutes mes notes dedans. Il faudrait que je prenne une photo avant quand je l'achète et après à la fin de l'année pour voir tout ce qu'il y a dedans. C'est terrible. Je vais commencer. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de mes dernières lectures non plus. Bon, je vous en parlerai plus tard. Enfin, si j'avais commencé une lecture au moment où je tourne la vidéo avec la chaîne Il est bien ce livre sur Twitch qui s'appelle La Maison des Feuilles, qui vient d'être. Moi j'ai l'édition de Noël, doit exister une édition en poche et ça vient d'être réédité par Toussaint l'ouverture avec je pense une mise en page. Enfin, le livre demande une mise en page déjà particulière. Et là, je pense que Toussaint l'ouverture a encore fait un superbe travail sur l'édition, mais alors par contre le livre, il est là compliqué. Donc je sais pas où j'en serai quand vous verrez cette vidéo. Parce que je me dis, mais si je passe, j'ai pas passé 3 semaines dessus non plus, quoi. Bon, je vous en parlerai une autre fois, mais bon, c'est. Voilà, c'est. M'attendez pas à ça quand même. Voilà, sinon je voulais vous parler de ce film, Désigné coupable. Alors, je ne sais plus de quel réalisateur c'est. Donc, on retrouve Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley, qui jouait dans Divergente. Et puis surtout, on retrouve Tahar Rahim, que vous voyez ici et ici, qui est donc un acteur français. Qui a été révélé par le film Un prophète. Moi, il faut savoir que les films qui se passent dans des. C'est un jeune homme qui se retrouve en prison. Les films qui se passent dans une prison, j'ai horreur de ça. C'est tellement violent, c'est tellement dur, que je ne supporte pas. Même dans un feuilleton, quand je sais qu'un personnage va se retrouver en prison, qu'on le voit aller dans la prison, mais j'en suis malade. Mais je me dis, qu'est-ce qui va lui arriver? J'ai vu le film Les Survivants avec comment Morgan Freeman et je vais pas retrouver le nom de l'autre acteur, mais voir ce que subit l'autre acteur, ah là, mais je dis, mais pourquoi j'ai regardé ce film? Enfin bon, après la fin est bon, voilà, c'est adapté d'une nouvelle de Stephen King, la fin est bien, on va dire, mais j'avoue que je ne supporte pas les films qui se passent en prison. Donc j'étais très longue à regarder Un prophète. Et en fait, c'est pas la prison le plus important dans ce film. C'est vraiment un superbe film. C'est un jeune homme, alors il est d'origine maghrébine, mais en fait, il arrive, je veux dire, il a, il a aucune racine. Il a rien, c'est-à-dire que c'est un enfant qui a été abandonné. Il a été placé de famille d'accueil en famille d'accueil, sans jamais trouver cette stabilité. Il est arrêté pour des petits larcins, des petits vols. Donc il arrive, je veux dire, c'est un jeune homme qui n'a pas de, qui quelque part a juste son nom et son prénom. Il a pas de religion, il n'a pas vraiment de. Bah si, il a la nationalité française, mais je veux dire quelque part, il n'est pas attaché à un pays en particulier. Il arrive un peu vierge là comme ça et voilà. Et en fait, au départ, c'est les Corses qui ont la main mise sur la prison. C'est Nils Arestrup qui joue le chef des Corses, il est super dans ce rôle d'ailleurs, et qui le prend sous son aile pour se servir de lui. Et en fait, il va l'obliger à commettre un crime, parce qu'il ne veut pas que ce soit un de ces hommes qui soit impliqué dans le crime. Ouais, parce qu'en prison, voilà, c'est pas parce que vous êtes en prison que vous êtes, qu'il n'y a pas de crime, malheureusement. Donc il va commettre ce crime et ensuite il va avoir des sortes de visions. Et voilà, on va voir les choses évoluer, mais franchement, même si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les films, c'est pas trop violent, c'est plutôt de la. C'est très psychologique, enfin, puis en même temps, c'est pas un casse-pied non plus, je vous rassure. Mais c'est de voir ce jeune homme qui va petit à petit grandir dans cette prison, mais plutôt dans un aspect positif, quoi. Voilà, il va se trouver une place. Il va se trouver une place.
Et il va se montrer très intelligent, même très, voilà, très, il va savoir s'adapter, être très débrouillard. Et c'est vraiment un très beau film. Mais sinon, j'avais prise voilà, pour vous parler de Désigné coupable. Donc il s'agit aussi d'un jeune homme qui est alors mauritanien, c'est adapté d'une histoire vraie. Hein. Il est mauritanien, alors c'est Mohamedou Ould Slahi. Il est arrêté par les Américains pour avoir participé, il est soupçonné d'avoir participé aux attentats du 11 septembre. Donc il est enfermé dans la prison de Guantanamo. Hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Guantanamo, c'est isolé sur une petite île entre Cuba et le sud des États-Unis. C'est une île qui sert que de prison. Quoi. Enfin, bien sûr, il y a un bar, hein, pour les soldats américains. Mais sinon, c'est une prison. Et la prison a fortement fait parler d'elle parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe, parce qu'on sait qu'il y a des actes de torture qui sont commis sur les gens qui y sont emprisonnés. Donc voilà, donc c'est un truc très à part. Et ce jeune homme, en fait, il était un peu l'espoir de sa famille puisqu'il est devenu boursier. Il est parti en Allemagne faire des études. Et puis là, en fait, c'est lors d'une fête, il est chez lui en Mauritanie. Et lors d'une fête, il est arrêté. Et il est transféré directement à Guantanamo. Et en fait, quand Jodie Foster, elle est avocate, elle se bat pour les droits de l'homme, elle a connaissance de son dossier. Ça fait déjà des années qu'il est en prison. Donc elle va le rencontrer avec Shailene Woodley, voilà. L'avocat de la... Comment de la... Donc elle, c'est l'avocat de la partie civile. Ceux qui le mettent, parce que là, il va passer en jugement et il peut encourir la peine de mort, c'est Benedict Cumberbatch, qui est officier dans l'armée, qui est chargé de... Voilà, d'être l'avocat... pas l'avocat... c'est pas l'avocat de la défense, pas le procureur, mais je sais pas si c'est noté là-dessus. Si c'est ça, procureur, je me trompais pas. C'est bien le procureur, donc c'est lui qui joue le procureur qui doit, apporter les preuves de sa culpabilité, alors que Jodie Foster doit apporter les preuves de son innocence. Alors c'est très prenant parce que déjà vous pénétrez avec Jodie Foster sur cette île de Guantanamo. Alors c'est une superbe île, hein, pardon, vous voyez c'est la plage, la mer bleue, c'est magnifique. Et puis derrière il y a ces murs là où personne peut rentrer, où elle rentre, mais alors tout est super surveillé et tout. Le rôle, alors il y a même à la fin il y a même une interview de Mohamedou, hein, puisque c'est une histoire vraie. Il a appris à parler, donc il avait déjà appris à parler allemand, il a appris à parler l'américain, et il raconte en fait, mais il n'ose pas raconter, il y a certaines choses qu'il n'ose pas raconter. Il a écrit un roman aussi, un roman qui est, pas un roman, une biographie sur ce qu'il a vécu là-bas. Je ne sais pas si ça a été traduit en français. Il raconte son histoire et au début, ouais, on l'interroge, c'est assez coolos, mais il y a un moment où il subit voilà, de la torture psychologique. Voilà, donc c'est... Et on va voir Jodie Foster qui... Hop, attends, je reprends juste ma tablette. Voilà, qui va défendre... Et puis on voit toutes ses difficultés parce qu'elle n'arrive pas... Elle a accès au dossier, à tous les dossiers de ses interrogatoires et tout, sauf que comme ils ont le droit à la censure dans l'armée américaine, tout est biffé en noir, donc on n'a rien du tout. Donc c'est un combat aussi pour savoir ce qui s'est passé et voilà, faire éclater la vérité. Donc c'est pareil, hein, ça se passe en partie en prison. Moi je suis pas, voilà, c'est pour ça que je suis allée un petit peu à reculons. Mais c'est un très beau film, c'est une histoire vraie. Ça montre que évidemment il faut lutter contre le terrorisme, mais qu'il y a aussi des dérives malheureusement, notamment dans cette prison de Guantanamo, voilà, où en fait les prisonniers n'ont plus aucun droit, quoi. Donc c'est voilà. Donc il y a des passages il y a ce passage effectivement où on voit ce qu'il a subi, où c'est très dur. Pour le reste, en fait, enfin vraiment, Tahar Rahim, moi il m'avait déjà scotché dans Un prophète, mais alors dans ce film il est génial aussi, quoi, dans Désigné coupable. En plus il est face à des grands acteurs comme Jodie Foster et Benedict Cumberbatch, mais franchement il a rien à leur envier, c'est vraiment un super acteur. Qu'on voit pas assez je trouve, mais vraiment génial. Donc je vous conseille, c'est voilà, et puis bon allez je peux vous le dire, ça se finit pas trop mal. Enfin, on va pas faire durer le suspense. Alors sinon, je vais reposer mon carnet parce qu'il pèse une tonne. Dans les updates lecture, là j'ai passé à quelque chose un petit peu plus, comment dire,
cool si on veut. Voilà, j'ai lu le tome 2, et Si elle effaçait les frontières de Élodie François. Alors là, c'est Auprès d'elle. J'avais déjà lu le tome 1. En fait, on suit le parcours de Graziella et Théo. Ils se sont aimés il y a des années de ça, quand ils étaient très jeunes. Ils ont rompu parce que lui s'est enfui. On ne sait pas pourquoi. Alors quand Graziella retombe sur lui parce qu'ils ont des liens, voilà, ils se retrouvent. Elle est wedding planner en fait. Euh, voilà, c'est un peu. Alors, c'est le gros clash. Elle a été tellement blessée par cet abandon qu'elle a du mal à s'en remettre. Lui, on sait, il est parti pour la protéger. On ne sait pas pourquoi, mais on sent que ça lui fait énormément de mal aussi. Donc, quand il se retrouve dans le tome 1, c'est très compliqué parce qu'on sent qu'il y a encore des sentiments très forts, mais qu'évidemment, Graziella lui en veut énormément. Donc, on apprend en fait ce qui a poussé Théo à partir. Bon, je vais pas vous spoiler l'histoire. Hein. Donc on apprend à la fin, voilà, pourquoi il est parti. On les voit se réconcilier et dans le tome 2, on les voit essayer de mener une vie, malgré les problèmes de Théo, de mener une vie de couple. Et en même temps, on va aussi retourner dans le passé. On va suivre une jeune femme qui est à Rome. Alors on devine assez, enfin moi j'ai deviné assez vite qui était cette jeune femme par rapport à Graziella et Théo, et voilà, qui elle-même va rencontrer quelqu'un, et bon, voilà, petit à petit va se dégager des choses, il y a des secrets qui vont être révélés, parce qu'à la fin du tome 1, le père de Graziella, que je déteste cordialement, c'est un horrible bonhomme, quoi, en fait, je crois c'est un pervers narcissique, en fait, ou en tout cas un gros manipulateur. On sent qu'il a des secrets et qu'il pourrait faire très mal à Théo et Graziella. On se dit, bah non, ça va être révélé dans le tome 2, donc voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est, je l'avais déjà dit pour le tome 1, mais c'est la façon dont l'auteur a abordé le problème de Théo. C'est fait de façon délicate, c'est fait de façon très humaine, très douce. Pas bisounours non plus, hein. Ça a beau être une romance, on est plus dans une romance contemporaine, donc des choses quand même assez réalistes. C'est-à-dire qu'on ne nie pas les problèmes qu'a Théo, ni les problèmes aussi qu'a Graziella aussi, parce qu'on a tous, hein, nos blessures, nos fêlures, voilà, notre croix à porter. Et voilà, mais c'est fait, voilà, alors c'est pas fait bisounours, mais c'est fait de façon voilà, très délicate, bienveillante, c'est amené avec délicatesse. Bon, c'est vrai que l'auteur s'est aussi renseigné avant d'écrire le roman, s'est renseigné sur plusieurs points, je ne vais pas vous dire lesquels évidemment, pour pouvoir parler de tout ça. Donc je trouve que c'est une duologie, ça s'arrête au bout de tomes. Et voilà, et c'était une surprise en fait dans ce tome 2 qu'il y ait une autre histoire en même temps. En plus, on retrouve des personnages de ces autres romans, donc ça c'était sympa aussi de les retrouver, de voir un peu ce qu'ils devenaient. Moi je les ai pas tous lus, donc il y en a que je n'ai pas reconnu, mais voilà. Là je vais repartir dans du policier. Alors là c'est pour les livres du prix du jury meilleur polar 2023 aux éditions Point. Alors bien sûr, moi, à force de faire des tas partout, j'ai fini par abîmer mon roman. Mais bon, un petit peu là en haut, mais ça va. Je sais plus si... Non, ma mère m'en avait piqué, mais non, celui-là, elle me l'a pas piqué. Donc c'est Elma de Eva Björg Eiksdottir, donc c'est aux éditions Point. Moi j'avais lu le tome, on retrouve la même héroïne Elma, d'où le titre du roman. J'avais lu le deuxième avant, Les filles qui mentent. Mais bon, alors ça m'a spoilé un peu sur la vie privée de Elma. Disons que dans le deuxième, on sait pourquoi au départ elle est flic à Reykjavik, qui est la capitale de l'Islande. C'est un roman islandais, j'ai oublié de le préciser. Euh, dans le deuxième, on sait pourquoi elle a quitté Reykjavik pour revenir dans la ville d'Akranes, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est sa ville natale. Et on se rend compte que, bon, dans le deuxième, on sait pourquoi, mais dans le premier, on se demande pourquoi elle est venue là, parce qu'on sent elle est pas très enchantée de revenir dans cette ville. Donc, mais bon, moi je savais pourquoi. Donc, alors il y a quelques petites choses qui sont dites, mais on n'imagine pas vraiment cette fin. Donc bon, voilà, donc ça a été spoilant à ce niveau-là. Au niveau des enquêtes, c'est des enquêtes complètement différentes, donc ça ne vous spoilera pas. Là, alors c'est pareil, c'est le cadavre d'une femme qui est retrouvée et qui avait quitté justement Akran ou Akranes,
aussi depuis des années, et qui ne comptait pas y revenir, et qui est revenu aussi, et tout ça pour y trouver la mort. Donc c'est pareil, on a toujours ce jeu de double temporalité. Là, vous avez entre deux, vous avez par exemple Akran 1989, et puis après vous retombez sur l'enquête, et puis vous retombez sur voilà, vous retombez sur et on va suivre. Alors, moi j'aime beaucoup, alors j'espère que je vais pas m'en lasser un jour, mais j'aime beaucoup justement dans les romans, les polars nordiques, c'est que justement ils jouent avec cette double temporalité, parce qu'au départ on ne sait pas forcément qui parle. On suit quelqu'un dans le passé, c'était pareil pour Les filles qui mentent, hein, son deuxième roman. On ne sait pas qui parle. Au bout d'un moment, on suit cette personne sur plusieurs années. Donc on finit par savoir qui parle. Alors on essaie de rassembler les pièces du puzzle par rapport au meurtre et au cadavre qui a été trouvé. Voilà, donc c'est toujours... Ragnar Jonasson avait fait aussi un peu ça pour... encore que lui, c'était plus compliqué que ça au niveau de la temporalité, hein. Lui, il s'amusait entre passé, présent, futur. C'est pour 10 âmes, pas plus. C'était encore pire. Mais bon, mais moi j'adore ça. J'adore quand il y a une double, voilà, quand en fait il y a, voilà, c'est le passé qui explique ce qui se passe actuellement, pourquoi il y a eu ce meurtre. Alors on essaie de rassembler les morceaux du puzzle. Alors moi je trouve du coup moi je suis là, en fait je suis pressée de toujours tomber sur les pages qu'ils avancent sur l'enquête, évidemment, mais de tomber sur les pages où on voit, là c'est Akranes 1991, où on voit le passé. Mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi, et comment, et voilà. Donc moi je suis une férue des polars nordiques, hein. J'ai adoré Millennium, encore que Millennium c'est assez différent dans la façon dont c'est écrit. Je suis une fan de la série de Camilla Lackberg avec Erika et Patrick. Alors c'est Edstrom, et elle c'est Erika, je ne sais plus son nom. J'ai adoré cette série. J'ai lu Jonesbo, j'ai un petit peu moins accroché. Comment il s'appelle, celui qui a écrit le commissaire Wallander, je sais plus. J'ai moins accroché aussi. Mais Camilla Lackberg, clairement, c'est un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé aussi 10 âmes pas plus de Ragnar Jonasson. J'en ai pas lu plus de lui. J'avais commencé aussi à lire le commissaire Erlendur. C'est Arnaldur Indridason qui les a écrits. C'est une série aussi, je ne l'ai pas fini. Je l'avais commencé, je ne l'ai pas fini. Moi, j'aime bien. Il y en a qui bloque sur ces polars nordiques parce que c'est un peu lent. Alors c'est vrai, oui, on est dans une atmosphère particulière à chaque fois, c'est-à-dire qu'il fait froid. Voilà, bon, après il fait pas tout le temps froid non plus, mais voilà, c'est des pays du nord, donc il fait froid, c'est des paysages parfois assez... souvent ça se passe l'hiver, donc vous retrouvez dans des paysages, voilà... il y a une ville tous les 100 km, il n'y a rien aux alentours, c'est vide, c'est froid, c'est des champs de... Alors en Islande, c'est des champs de lave, hein, puisque l'Islande a été... C'est tout simplement de la lave, hein, c'est de la lave qui, voilà, qui a fini par comment... S'assécher, c'est peut-être pas le mot, mais qui a fini par durcir. C'est là-dessus qu'est construite l'île, donc ça donne une impression d'aridité, et voilà. Mais moi, j'aime beaucoup ces ambiances, voilà, assez froides, assez... qui donne toujours une impression de huis clos, alors que vous êtes dans des pays où il y a très peu de villes et très peu de... une densité de population sortie des grandes villes qui est très basse. Et je trouve que c'est une atmosphère de huis clos. Et moi, j'adore ça. Et toujours ce jeu passé-présent qui, voilà, qui me plaît énormément. Alors c'est vrai que si vous aimez les Page Turner, tout ça, ça va peut-être pas vous plaire. Mais essayez peut-être quand même. Camilla Lackberg, c'est peut-être un peu moins froid, un peu moins métallique, je dirais. Commencez peut-être par un Camilla Lackberg si vous n'aimez pas trop les polars nordiques, ou si vous hésitez à y aller. Ouais, c'est celui-là que je vous conseillerais. C'est peut-être plus doux parce on voit sa vie personnelle et notamment une vie familiale qui va se construire, donc c'est assez intéressant. Je vais voir, je ne vais pas avoir le temps de faire beaucoup de livres encore une fois parce que je papote. Alors là par contre on va tomber, là c'est pas, voilà, c'est L'Ange rouge de François Medellin. Pour l'instant, c'est celui sur lequel j'ai moins accroché au niveau des polars points. C'est voilà, un radeau macabre glisse sur les eaux noires de la Saône à Lyon. On retrouve un cadavre mutilé et crucifié, et c'est un commandant et son équipe qui vont enquêter. Je ne vais pas vous en parler beaucoup parce qu'en fait, j'ai pas trop accroché au roman. J'en suis désolée, hein, j'aime pas en plus dire que j'ai pas trop accroché, mais bon voilà. Et c'est vrai que par rapport aux autres, j'avais fait Laisse pas traîner ton fils.
Là, j'en ai 4, 5. Le sixième, je sais pas où il est. Voilà, c'est celui, voilà, sur les 6 que j'ai déjà lus qui nous avaient été donnés cet été, voilà, c'est celui sur lequel j'ai le moins accroché. Après, je veux dire, moi j'ai pas accroché, ça reste un thriller. Ça reste un thriller assez, vous voyez, bon voilà, vous avez un cadavre mutilé. Il y a des scènes, voilà, pour ceux qui aiment, je sais pas, pour ceux qui aiment les scènes sanguinolentes et tout, mais c'est pas du voyeurisme, hein, mais c'est voilà, pourquoi cette mise en scène, pourquoi ce tueur fait ça, voilà, c'est intéressant de suivre aussi l'évolution de l'enquête et le pourquoi de ces cadavres, voilà, de ces cadavres mutilés. Donc voilà, peut-être que vous aimerez. Bon, moi, voilà, c'est un de ceux sur lequel j'ai le moins accroché. Ensuite, je pense que... Ah non, on va repartir. Alors, là, on va repartir dans du roman. Alors, au départ, j'aurais dit roman gothique. Après, pour le coup, le livre porte très bien son nom. Ça s'appelle Le Château des Trompe-l'œil. C'est de Christophe Bigot et c'est aux éditions de La Martinière. La Martinière, je trouve, moi, cette année, j'ai lu plusieurs de leurs livres. Ils ont. Alors, celui-là n'est pas celui que j'ai préféré de tous ceux que j'ai lus de La Martinière cette année. Mais je veux dire que ils ont. Je trouve qu'ils ont un catalogue. Voilà. Moi, quand j'ai commencé comme bibliothécaire, La Martinière, c'était La Martinière jeunesse. Et c'était essentiellement des documentaires jeunesse. Le temps que les enfants grandissent, je lisais toujours, mais j'ai pas trop, j'avais plus le temps de suivre l'actualité littéraire et je suis étonnée de voir voilà des maisons d'édition comme ça. Maintenant, ont fortement développé leur catalogue. C'est le cas de La Martinière qui fait des romans policiers, qui fait des romans, voilà, là on est un peu dans du roman gothique, à suspense. Voilà, du roman, j'ai beaucoup aimé leur roman Un long si long après-midi. C'est de... le nom de l'autrice, c'est Vesper, mais je ne sais plus son prénom. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on est à la fois dans les années 50, à la fois dans du suspense, et en même temps, on est en plein dans les... Ouais, c'est années 50-60, en plein dans les, voilà, les droits civils, enfin les Afro-Américains qui essaient de faire valoir leurs droits pas civils, non, c'est pas ça, leurs droits civils, enfin leurs droits tout simplement. En fait, en gros, c'est ça, hein, c'est leurs droits. D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps un film, je vous en parlerai une autre fois, Billie Holiday, et on reparle des droits justement des Afro-Américains, et ce film il raconte la vie de Billie Holiday, mais aussi les droits des Afro-Américains. Mais je vous en parlerai une autre fois, non, je vais pas commencer à faire des digressions, sinon on va pas s'en sortir. Donc j'ai vraiment eu des bonnes surprises avec La Martinière, voilà, et celui-ci est assez surprenant. Parce que on part vraiment, vous voyez, il y a, voilà, vous voyez un jeune homme dans un château. Alors ça se passe au début du 19e siècle. C'est un jeune homme qui est envoyé, par contre je sais plus son prénom, je sais plus, puis j'ai pas copié, je sais plus son prénom. J'ai peur de vous dire une bêtise en plus. Et en fait il est envoyé dans un château pour faire le testament d'une baronne. Alors, il faut savoir qu'on se trouve, c'est pareil, on va parler du... Alors, c'est un roman gothique. Alors, le propre du roman gothique, c'est souvent d'envoyer une personne un peu innocente. Alors, souvent, c'est une jeune fille innocente. Là, pour le coup, ce sera un jeune homme plutôt naïf qui va être voilà, embarqué dans un château qui est très sombre, avec des pièces, on se demande s'il a le droit de rentrer. La nuit, il se balade d'ailleurs dans ces pièces parce qu'il entend du bruit, parce qu'il veut savoir ce qui se passe. Donc, il va tomber sur des choses sur lesquelles il ne devrait pas tomber. La baronne, il ne la voit pas. Alors, mais c'est qui cette mystérieuse baronne? En plus, il y a des rumeurs qui courent sur elle, notamment au village, sur son passé, sur le passé de sa mère, de son père. Elle a connu la Révolution. Ça, on est vraiment voilà, juste au début du 19e siècle. Donc, elle a connu la la Révolution française, cette baronne. Donc, évidemment, elle a dû fuir hein, parce elle était noble. Lui en plus est très mal accueilli par le majordome et son épouse qui sont aimables comme des boulons de cercueil, dire les choses comme elles sont. Il y a un homme à tout faire qui est bâti comme une armoire à glace qui est plutôt impressionnant. Seule la dame de compagnie fait un petit peu plus sympathique. Donc voilà, donc on part hein, au départ dans ce roman gothique. Et puis d'un seul coup, vous avez un revirement de situation, on n'est plus dans du roman gothique. Je dis voilà, pour le coup, ça porte, quand je vous dis le château des Trompe-l'œil, il porte super bien son nom. Parce que c'est. Je ne vais pas vous en dire trop, parce que ce serait gâcher le plaisir de. Voilà, je ne veux pas vous gâcher le. À chaque fois, je vous le dis, hein, mais peut-être que j'en dis pas assez pour vous, mais je ne veux pas vous spoiler le roman et vous gâcher le plaisir de la lecture ou le plaisir de la découverte.
Après, si vous voulez savoir, je peux vous dire en MP vite fait, mais voilà, mais voilà, je préfère garder le mystère, surtout, voilà, un roman gothique, c'est quand même un roman à mystère, un roman à suspense. Donc, évidemment, on va finir par en savoir plus sur cette baronne. Notre héros, il va, voilà, va nouer des relations avec certaines personnes. Le majordome et son épouse sont peut-être pas si mauvais que ça. La dame de compagnie, pour finir, elle est peut-être un peu plus ambiguë que ce qu'on croit. L'homme a tout faire, mais en fait, cet homme, il est... On s'attend pas à autant de délicatesse et d'une telle armoire à glace d'un mec qui a l'air si rugueux, si dur, si... Enfin voilà, il y a plein, et en fait, à la fin, le roman part vraiment dans une direction complètement différente, et il aborde un sujet qui est quand même assez d'actualité, il faut dire. Oui, qui restera d'actualité, voilà, qui est tout simplement, je dirais, la tolérance, l'acceptation. Voilà, je vais pas en dire plus, si ce n'est qu'en plus, il y a un twist final auquel je ne m'attendais pas du tout. Alors ça, pour le coup, ça a été le truc, mais là, on a l'impression d'être dans un roman policier ou un thriller, quoi, presque. Ça fait très moderne sur la fin, ça fait très moderne. On parle du roman gothique et on se retrouve dans un roman ou un thriller, je vais pas dire thriller, mais un roman à suspense contemporain, quoi. Ça a vraiment été c'est très surprenant comme roman, c'est très surprenant. Alors moi, j'ai eu la version, voilà, numérique. Il faut savoir que la version papier, vous avez des illustrations comme ça. Faites je pense, à l'encre noire avec vous avez de belles illustrations à l'intérieur. Voilà, c'est pareil, hein, ils font des super, super ouvrages papier maintenant. Vous avez tout le temps envie de les toucher, tout ça, tellement ils sont beaux. Donc voilà, la version papier, bon, c'est sûr, la version numérique est moins chère, mais voilà, la version papier est très belle. Vous avez une couverture rouge, je pense qu'elle est rigide. Peut-être une bêtise, mais en tout cas, vous avez de belles illustrations. Moi, je l'ai feuilleté par internet. Hein, je feuilleté par internet. Et voilà, vous avez belles illustrations. Mais je veux dire, voilà, ce qui me restera marqué, c'est que c'est un faux roman gothique et que c'est un roman très, très, très surprenant. Voilà. Alors, est-ce que je vais encore avoir le temps de vous parler alors de Sombre de Max Moneuet? Alors, déjà, j'avais hâte de le lire parce que je suis beaucoup la chaîne, hein, je vous le dis à chaque fois, mais de Séverine sur Il est bien ce livre. Et elle avait lu le deuxième roman de cet auteur, enfin de cette autrice, hein. Max, c'est une femme. Elle a écrit plusieurs livres, mais ça, c'est son premier policier. Et le deuxième, c'est Je suis le feu. Et donc, Séverine avait lu le deuxième, Je suis le feu. Et elle avait eu un gros coup de cœur pour le roman. Et je me dis, oh mince, elle en a écrit un autre. Moi, je savais pas qu'en plus, on retrouvait le même personnage. Et en fait, si on retrouve le même personnage dans le premier et le deuxième, moi, je vous conseillerais quand même de les lire dans l'ordre parce qu'il y a des sacrés... Enfin, j'ai pas lu le deuxième. Je sais pas ce qui est dit dans le deuxième. Mais alors, vu comment ça se termine, et vu le twist final aussi, je vous conseille fortement de lire celui-ci en premier. Bon, en plus, il est en poche, hein. Maintenant, vous le trouverez certainement peut-être même d'occasion. Donc ça c'est un de mes préférés avec Elma sur ceux que j'ai lus pour le prix du polar. Voilà, ce sont mes deux préférés pour le moment. J'avoue que j'hésite encore, hein. J'en ai encore à lire, donc je vais voir, mais voilà. En fait, là, on suit Victor Karan qui est psychologue et il est très ami avec un homme qui s'appelle Jonas Sombe. Ils sont amis à la vie et à la mort depuis le collège, je crois, hein, depuis que en fait Victor a pris la défense de Jonas qui était voilà, qui est arrivé, ses parents s'occupaient pas de lui, il était mal fagoté, donc évidemment il est devenu tout de suite la proie des petits caïds du collège et lui tout de suite l'a défendu, donc ils sont amis depuis des années. Mais on sait jusqu'au jour où on retrouve le cadavre de l'épouse de Jonas Sombe. Voilà, et c'est le mari évidemment qui est le premier visé. Victor, il est psychologue, mais on sent qu'il y a quelque chose, on a voilà, des flashbacks de son passé et on sent qu'il y a quelque chose dans son passé, voilà, quelque chose qui le hante fortement. On va découvrir ce que c'est. Je m'attendais pas à ça. Parce qu'il y a des flashbacks, mais je m'attendais pas du. Alors, quand il se souvient, vous voyez le truc arriver. Évidemment, vous voyez le truc arriver, vous savez ce qui va se passer. Mais alors, du coup, vous comprenez voilà, son traumatisme et vous comprenez aussi encore plus ses relations avec Jonas Sombe. Pourquoi ils aussi ils sont si proches.
Donc il y a ce trouble du passé, et puis vous avez, on va dire, 2 twists à la fin. Un premier, on dit ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Puis à la fin, le truc auquel c'est pareil, vous ne vous attendiez pas du tout. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Voilà, je vous conseillerais aussi, voilà, pour l'instant, il y en a deux que je retiens surtout de, voilà, chez Point, c'est Elma et Sombre. Ça, mais ça, voilà, si vous n'aimez pas du tout les polars nordiques, si vous l'essayez, je vous conseillerais de lire Elma. Ou commencer peut-être par Camilla Lackberg. Mais en tout cas, moi, voilà, ce sont mes deux, pour l'instant, mes deux chouchous. On verra ensuite les 4 autres que j'ai encore à lire. Il y en a un en plus qui est croate, je crois. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, donc de bonnes lectures. Moi j'ai bien aimé. Là en plus on est sur une autrice française qui écrit un bon thriller. Bah vous dire, faut pas... Cocorico quand même quoi. Voilà. Je vais pas avoir le temps de tout vous faire. Alors je crois que j'en ai encore un ou deux du mois d'août. Oui, parce que j'ai encore un autre... Non, c'est pas un polar nordique, mais c'est un polar, c'est... Momalo, qui est donc un auteur français, mais qui les aventures se passent de son héros Ranak. Ça s'écrit Kanak, mais on prononce Ranak, ça se passe au Groenland. Mais tout ça, je vous en parlerai, puis j'en ai encore un aussi du prix du meilleur polar. Voilà, puis d'autres, j'ai tous ceux de septembre dont je vais vous parler, donc ça va, voilà. Il y en aura certainement du Pumpkin Autumn Challenge aussi dedans. Alors j'espère que j'aurai le temps de vous les faire. Je pense que la prochaine fois, on se retrouvera pour un book call. Voilà, donc, et ben comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, voilà, si vous voulez soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des nouveaux abonnés. C'est vrai qu'il y en a, bon, de voir du coup, ça, vous avez plus 1, plus 2, ça redescend, ça. Mais bon, mais en tout cas, ça fait plaisir voilà, de voir qu'il y a un petit peu plus de monde sur la chaîne. Voilà, ça, en tout cas, ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre mettre un petit like, un petit commentaire, voilà, si vous avez des questions à poser sur les dernières lectures. Me dire aussi ce que vous lisez, si vous participez voilà, au Pumpkin Autumn Challenge, ou si vous allez participer aussi au Black November, voilà, deux challenges qui arrivent très bientôt. Enfin, un qui est déjà en route et l'autre qui arrive très bientôt. Il sera peut-être déjà en cours d'ailleurs quand je vais vous poster la vidéo. Je sais plus très bien. Mais enfin voilà, n'hésitez pas en tout cas à laisser des petits messages, des petits commentaires. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de belles aventures livresques. Bye bye!